Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau moment Parlons. J'ai la Dream Team avec moi, l'équipe de rêve avec moi. Je vais te les présenter dans un tout petit moment, mais si tu nous rejoins, si c'est la première fois que tu écoutes ou que tu regardes un moment Parlons, quand le confinement a commencé, on s'est dit que ce serait sympa de donner des espaces de discussion, de partage, d'inviter des gens qu'on apprécie, qu'on aime, de discuter sur des sujets qu'on trouve importants ou intéressants et puis d'ouvrir cette conversation. Donc si tu regardes ça, ça suscite des réflexions en toi, c'est trop bien. Si ça suscite des envies d'en parler autour de toi, c'est encore mieux. Puis si tu veux partager avec nous, on se tient aussi là, tu peux nous écrire welcome@homelausanne.church. Moi, je m'appelle Yves, je suis le pasteur à l'église de Home Lausanne. Et puis avec moi, je disais, la Dream Team, on a Fiona, on a Jolène et on a Raph. Alors dans cet ordre, je vais vous laisser vous présenter, les amis. Alors, moi, c'est Fiona. J'ai 22 ans. Je travaille dans un bureau d'architecte à 80%. Où je suis notamment assistante de direction. Et puis, je donne aussi 20% de mon temps à Home Lausanne, donc l'église, où je fais aussi plein de différentes choses, mais notamment aussi la coordination globale. Et puis sinon, j'aime passer du temps avec mes amis, avec mon entourage, et j'adore manger. Trop bien, trop bien. Vas-y, Jolène. Alors, je m'appelle Jolène, je suis la fiancée à Baptiste, je travaille à la Fondation Entrelacs à Yverdon en enseignement spécialisé. Je termine cette année ma quatrième année d'ASE généraliste et puis je suis à Rome depuis un certain temps et je suis très heureuse là-bas. Trop bien. Raph. Moi c'est Raph, j'ai 23 ans, je suis à mi-temps étudiant en théologie en deuxième année à Saint-Légier et l'autre partie de mon temps, elle est consacrée pour mon église locale, Home, où je fais aussi pas mal de choses, mais principalement je leader du secteur jeunesse et aussi je gère aussi la coordination des célébrations du matin. Et je suis connu pour être celui qui fait beaucoup de jeux de mots aussi à l'église. Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Trop bien. Et j'ai dit que vous étiez la Dream Team parce que vous faites un travail phénoménal, notamment auprès des jeunes, auprès de Neos, notre groupe de jeunes. C'est vous qui encadrez, qui accompagnez ces jeunes au quotidien. Et je crois vraiment que vous faites un travail remarquable. Des échos qu'on a, du lien qu'on a avec la jeunesse. Et puis c'est un peu c'est de ça qu'on va parler. On va parler en fait de la prochaine génération de la jeunesse. Mais avant ça, j'ai quelques questions pour vous, les amis. J'aime trop ces moments-là. C'est ces moments où on apprend à vous connaître un peu plus. Alors, Raph, c'est pas du tout galant, mais on va commencer par toi pour que les filles se préparent. La première question, tu vas y répondre. Et puis ensuite, les filles, vous pouvez jumper, vous pouvez aussi répondre, vous, à cette première question. Attention. Si tu devais choisir entre Toy Story, Jurassic Park C'est bon, Toy Story. ou Inception, C'est bon. cite un seul film qu'on peut garder pour l'ensemble des générations futures. Un seul film entre ces trois. Toy Story, Jurassic Park ou Inception. Toy Story. Je peux même être plus précis. Toy Story 1. Parce qu'il y en a 4. Ok. Je dis pourquoi, comment ou je laisse... Vas-y. Attends. Tu vas nous dire après, comme ça on entend les réponses des autres. Faut pas que tu les influences Ok. trop. C'est Ok. vrai, c'est vrai. Jolène, à ton avis, lequel on doit garder de ces trois films? Inception. Ok. Fiona? Ah, mais j'avais pas entendu le dernier film, justement. Mais moi, je dirais Jurassic Park. Trop Trop bien. aimé. Trois avis différents. Allez-y. Pourquoi, Raph, pourquoi Toy Story? Mais déjà, c'est mon film préféré de tout. Il faut savoir que j'aime beaucoup les films, j'en regarde vraiment beaucoup et c'est le film de mon enfance. On le voit pas là dans ma chambre, mais en fait, juste là derrière l'armoire, il y a toute une panoplie de poupées Toy Story. J'ai plein de trucs de Disney, donc c'est vraiment dans mon cœur. Alors, c'est pas du tout un avis objectif, mais c'est mon film préféré. Je pense que c'est le meilleur film d'animation aussi. Et ça a été... ça a forgé l'homme que vous voyez aujourd'hui. Donc, Ok. donc voilà. Donc bref, Ok. c'est juste mon film préféré et puis impossible d'en citer un autre. Ok, Inception, Jolène, pourquoi? C'est un film que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est super bien construit, j'aime bien les acteurs, enfin, c'est vraiment un super film. Et puis j'ai jamais vu Jurassic Park ni Toy Story, donc ça a aidé dans mon choix. Et on proclame que c'est une zone de non-jugement. C'est ok, Jolène, c'est ok, il n'y a pas de problème. Trop bien. Fiona, Jurassic Park, pourquoi? Mais moi, je sais pas trop, en fait. C'est juste que, genre, je crois que c'est le film un peu aussi de mon enfance. J'ai trop regardé ça avec mes parents, donc... Et puis les deux autres, ben oui, sympa, mais...
Voilà. Wow. Il y en aurait été. Ça aurait été peut-être plus compliqué le choix avec d'autres films, mais là, ouais, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Ok, ok, trop bien. Deuxième question. Jolene, on va commencer avec toi. À part la Bible, quel est le livre qu'on doit tous lire? Ça peut être aussi une BD. Euh, Bon, moi j'ai beaucoup aimé un livre de Francine Rivers qui a écrit sur Tamar dans la Bible et puis elle l'a un peu romantisé et tout. Puis je trouve qu'elle a vraiment pris un texte. Enfin, moi j'aime beaucoup ce livre. Donc je dirais Ok. celui-là. Comment il s'appelle? C'est quoi le nom du livre? C'est Tamar, une femme d'espoir, je crois. Ok, C'est trop bien. La ligne de la grâce de Francine Rivers. Trop bien, trop bien. Fiona, le livre qu'on doit tous lire. C'est pas grave. Yes. Francis Chan. Ok, ok. Trop bien. Raph. Bah, pour moi, Harry Potter, hein. Pourquoi il, Alors, pourquoi pas, il pas l'avait, du tout pourquoi il l'avait là? spirituel, pas du Pourquoi tout il l'avait à chrétien. côté de lui? C'est quoi ça? Non, en fait, juste là aussi, à côté, j'ai mes bouquins, puis il y a les Harry Potter. Mais c'est pas spirituel, c'est pas chrétien, ok, mais quand même, ça... Toy Story a marqué mon enfance, Harry Potter, c'était l'adolescence. Ok, ok. Bon, et on a dit que c'était une zone de non-jugement ici. On termine. Dernière question. Après, on se plonge dans le sujet. Fiona, le plat ou le repas qui t'a le plus déçu de toute ta vie? Ah, c'est dur comme question, ça. J'aime Ou trop alors la à l'inverse, un plat, tu pensais que t'allais vraiment être déçu et ça t'a trop surpris positivement. Mais moi, j'ai l'impression que j'aime tellement la nourriture que genre, je suis difficilement déçue. Mais Ok, bah, bien sûr, j'étais déçue. Je sais pas, une fois une pizza, peut-être. ok. Ok, non, ça tient pas là. Ok, Je sais pas. Jolène, le plat qui t'a le plus déçu? Ah, moi je ferais plutôt la question à l'inverse. Ouais. Mais c'est les cuisses de grenouille. Je pensais que j'allais pas aimer, puis j'ai bien aimé. Ok, ok. La surprise inattendue. Voilà, exactement. Trop bien. Raph? Le plat qui m'a déçu, je vais pas me faire des copains, là, la fondue. J'aime pas du tout, j'aime pas le fromage, j'aime pas la fondue, c'est sympa, mais surcoté. Raph, à la fin, les gens qui vont regarder ça, ils vont plus l'aimer. Ils vont plus du tout l'aimer. C'est fini. Ok, trop bien. Merci, ça nous donne de se connaître un peu plus. Euh, je voulais parler avec vous de cette génération qui nous suit, la génération qui arrive. Les gens, en général, on l'appelle la génération Z, en fait simplement parce qu'elle vient après la génération Y, mais on les appelle aussi les digital natives, ceux qui sont nés dans l'ère digitale. On parle des gens qui sont nés entre 1999 et 2015. Et puis c'est une génération particulière, vous travaillez dans le contexte de l'Église, en tout cas directement avec. C'est des jeunes qui se posent plein de questions, qui vivent plein de choses, puis qui, comme chaque génération, se différencient des générations qui la précèdent. Alors, j'avais à cœur de parler un peu avec vous de cette jeune génération parce que je suis convaincu que si on prend au sérieux ce que Jésus nous dit en tant que chrétien de faire des disciples, on doit s'intéresser à tout le monde et puis on doit aussi s'intéresser aux générations qui arrivent en fait, aux générations qui viennent après nous, pas simplement à notre génération. Donc peut-être on va commencer avec une question vraiment simple. Si vous pouviez donner un mot, une expression très brièvement, parler, ce serait quoi pour vous le mot qui définit la génération Z? Et puis je propose, allez, Fiona, commence. Ok, Jolène? Moi je dirais multiculturalité. Ok, trop bon. Raph? Moi, c'est un hashtag, parce que je me suis dit un mot, ça va pas passer, du coup, en hashtag, ça va faire un gros mot. J'ai dit hashtag tout ce qui est plus jeune que 20 ans. Ok, ok, trop bien.
On se plonge un peu là-dedans, on discute un peu de ça, et puis vraiment de vous dire, il n'y a pas de réponse juste ou fausse, c'est une conversation. Cette jeune génération, justement, je vous l'ai dit, on l'appelle Z parce qu'elle vient après les Y. On est encore en train de la découvrir à plein d'égards, notamment sur le monde professionnel. La chose qu'on sait, c'est juste que ben, ils sont nombreux, que c'est une génération qui arrive sur les places de travail en fin d'études et des choses comme ça. Et puis du coup, c'est une génération qui doit nous intéresser. Mais répondez chill, ce que vous pensez. C'est pas. Moi, je vous appelle la Dream Team. Je pense que vous avez des choses à nous dire sur cette génération, mais pas de pression. La première question que j'ai pour vous. La société, elle est marquée par les générations. Elle est marquée. Chaque génération marque finalement nos habitudes, notre façon de vivre, notre façon d'être en relation les uns avec les autres. Selon toi, Jolène, comment la société elle est marquée déjà maintenant par cette jeune génération? Je dirais qu'elle est marquée parce que déjà elle est très impliquée dans les réseaux sociaux. Enfin, c'est une génération qui est ultra connectée. Je pense qu'il y a une certaine ouverture d'esprit. On ose tenter plus facilement de nouvelles expériences. On crée le changement et puis je pense qu'on arrive plus facilement aussi à prendre position en fait. Par exemple justement pour des choses qui nous tiennent à cœur comme on a pu le voir le féminisme ou le climat ou pour promouvoir nos droits. Donc je pense que c'est vraiment des changements clés que la génération Z a pu mettre dans la société d'aujourd'hui. Ok, donc tu dirais ce côté engagé, ce côté aussi très, dans une certaine mesure, je mets des guillemets, mais un peu activiste au travers des réseaux sociaux, on prend position, Mhm, on a des choses à dire, on n'attend pas forcément qu'on nous donne la parole et puis d'avoir des années et des années et des années d'expérience pour dire notre avis. Donc ça mhm, c'est, et puis tu vois que ça marque déjà maintenant la société finalement. mhm. Ok, Ouais. trop bien. Est-ce que les autres, vous aimeriez rajouter quelque chose? Elle a bien répondu. Ok, moi je Merci. dirais, je crois sincèrement que c'est vrai ce que tu dis, le digital en fait, l'impasse, aujourd'hui on est obligé d'être concerné par le digital, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et puis bon, après, ce qu'on vient de vivre aussi avec la pandémie du coronavirus a encore amplifié cette réalité. Mais je dirais que c'est fou de se dire finalement la technologie, Internet, c'est arrivé il y a une vingtaine d'années, ça s'est démocratisé il y a une vingtaine d'années, et puis aujourd'hui en fait c'est juste impensable. Euh, Même les réseaux sociaux, à quelque part, il y a une présence, les marques cherchent à être présentes sur les réseaux sociaux. Enfin, et je pense que cette jeune génération et cette présence digitale, justement, c'est une vraie différence. Trop bien. Raph, la deuxième question, c'est toi qui vas commencer à y répondre. Quand tu penses à la foi chrétienne et aux jeunes, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ce qui me vient à l'esprit en premier, moi, c'est l'importance du groupe de jeunes, ou pour être un peu plus large, l'importance d'un groupe chrétien avec des gens de ton âge qui t'influencent, qui t'apprennent des choses, et je dis pas juste des responsables ou des moniteurs envers la jeunesse, mais d'avoir cet espace-là où en fait, il est fait pour toi. Tu peux faire tes expériences, tu peux faire tes enfin comment dire, ouais, tu peux vivre pleinement ta jeunesse, on va dire ça comme ça. Alors je mets un peu des guillemets à cette expression, et j'ai un peu l'impression, quand je me regarde un peu en arrière, je pense que quand j'avais 12, 13, 14 ans, puis que j'arrivais gentiment au groupe de jeunes, je pense que si j'avais eu le choix, j'aurais pas été au groupe de jeunes. Ok. Mais avec les parents, avec ma grande sœur, avec un peu les personnes aussi de mon église qui me disaient non, non, mais tu devrais y aller, ça en vaut la peine, je me suis dit ok, je vais essayer. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a été extrêmement important dans ma vie, mais que naturellement, j'aurais pas été. Donc je pense qu'il faut le dire. Un groupe de jeunes ou un endroit où tu peux être pleinement considéré aussi pour ta jeunesse, du coup, c'est très important aussi pour une vie de foi. Ok, trop bien. Les autres, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Quand vous pensez à la foi chrétienne et aux jeunes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mhm.
trop bon, trop bon. Jolène, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je dirais que les jeunes, ils ont vraiment soif de vérité, dans le sens que ils recherchent pas une religion ou des rites, mais en fait, ils sont à la recherche d'une foi, d'une relation profonde avec Dieu. Ils ont soif d'accueil et en fait d'être aimés par les autres et de pouvoir aimer. En fait, je pense que c'est surtout ça, d'avoir une relation personnelle avec Dieu, au-delà d'avoir des règles ou des rites Mm. religieux, je dirais. Moi, ce qui me marque un peu, c'est aussi les études qui le montrent. Cette jeune génération, on pense que ce sera la génération la moins religieuse. C'est-à-dire que c'est une génération qui veut sortir un petit peu des carcans. C'est pas nouveau, ça marque, mais c'est comme si eux, ils osent faire le pas que les générations précédentes n'ont pas forcément fait. Si vous regardez beaucoup de parents, même s'il n'y avait pas une vie de foi, on allait quand même avoir un mariage à l'église. Aujourd'hui, ça devient de moins en moins le cas. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas besoin de mariage à l'église ou des choses comme ça. Et je pense que c'est important de réaliser en fait que en tant qu'église, il y a besoin d'être en lien avec cette génération. Parce que c'est une génération qui rejette les cadres, c'est une génération qui, que tu l'as dit avant, Angelaine, hein, qui se bat pour les convictions qu'elle a, c'est une génération qui veut la justice, qui veut l'engagement, qui veut... Et puis c'est plein de choses où le message chrétien a quelque chose à dire. Et si on ne connecte pas avec eux, on passe à côté. Puis des fois, c'est difficile de connecter avec cette génération parce que justement, ils sont d'apparence, en tout cas, en revendication, en disant c'est pas juste, en critiquant. Et je trouve que s'il y a une chose qui, moi, me vient à l'esprit, c'est que la foi chrétienne doit comprendre cette génération pour pouvoir la rejoindre. Et là, je dis les chrétiens, parce que la foi chrétienne, elle n'a pas de problème en tant que foi, mais les chrétiens doivent comprendre cette génération pour pouvoir les rejoindre. Sinon, ça clash et en fait, ça sépare simplement. Ça m'aide à aller faire cette transition. La question d'après, est pour toi, Fiona, à ton avis, qu'est-ce que l'Église doit comprendre justement si elle veut rejoindre les jeunes? Comme tu as dit, justement, de réussir à les rejoindre un maximum en s'adaptant aussi à leur langage, à le fait de ne pas les juger ou bien aussi faire en sorte qu'ils se sentent acceptés. Et puis aussi, une chose que je voulais dire, c'est que les jeunes, ils ne sont pas là pour servir l'Église, mais que l'Église est là aussi pour servir les jeunes. Ça peut paraître un peu bizarre, mais que oui, forcément, ils vont peut-être servir dans l'Église et c'est trop bien et je les encourage trop. Mais aussi que c'est une période où ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin justement de se sentir aimés et puis qu'en tant qu'Église, en fait, on puisse être ces personnes et puis qu'en fait, on soit là aussi pour les servir eux. Mm, Mhm. J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est trop bon. Qu'est-ce que l'Église doit comprendre selon vous, les autres, si elle veut rejoindre les jeunes? Est-ce que vous rajouteriez quelque chose? Ouais, moi je suis trop d'accord avec ce que Fiona a dit. Et je vais rajouter aussi que, alors attention, c'est avec mon expérience, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu vivre. Mais j'ai rencontré beaucoup de membres de l'église qui pensaient vraiment, je peux dire ça, qui pensaient vraiment genre les, qui connaissaient mieux les besoins des jeunes que les jeunes eux-mêmes. En mode, il faut faire ci, il faut faire ça parce qu'on va rejoindre les jeunes. Si on fait un culte du soir, je vous assure, tout le groupe de jeunes va venir. Je comprends pas pourquoi ils viennent pas finalement et tout ça. Et je crois qu'il faut aussi, pour comprendre les jeunes, il faut leur laisser la place de pouvoir s'exprimer. Mhm. Et ça s'arrête pas au groupe de jeunes. Et j'ai un peu eu l'impression que, que les chrétiens, on était tombés un peu dans ce piège-là. Ils peuvent parler au groupe de jeunes, ils peuvent s'exprimer. À l'église, par contre, c'est les grands, hein. Et j'exagère un peu évidemment, mais laissez pleinement cette place aussi aux jeunes parce que ils savent très bien, ils connaissent aussi leurs besoins et s'ils peuvent même pas les exprimer, alors ça va pas matcher selon moi. Hmm, Mhm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu dis, réapprendre à écouter, ne pas partir sur le principe qu'on les connaît. Et je crois que j'insiste sur ça aussi parce que il y a ce changement, ce shift générationnel. Et du coup, bien sûr, il y a une expérience, il y a des compétences, il y a des connaissances de la part des générations qui nous précèdent. Et puis, on peut pas revendiquer quoi que ce soit par rapport à ça. C'est juste un fait. Mais en même temps, il y a des changements générationnels aussi. Et puis, du coup, une personne de 40 ans ne peut pas juste se projeter en disant quand j'étais jeune, j'avais besoin de ça. Ils ont besoin de la même chose. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle génération. Il y a de nouvelles habitudes, il y a de nouvelles manières de fonctionner. Et du coup, c'est tellement important d'être à l'écoute. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi, Raph. Trop bien. Mhm. Jolène, si tu veux rajouter quelque chose sur cette question. Ah, ils ont tout dit. Mince alors, ils ont tout dit. Moi, je rajouterais peut-être deux, trois choses. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est la jeunesse, c'est vraiment un sujet qui est sur mon cœur. La question des générations aussi, j'enseigne sur les générations. Je suis très, très intéressé par cette sociologie, si on veut, l'étude des générations.
Et je crois qu'une chose qu'on doit réaliser, c'est le besoin de tout le monde, mais il est comme amplifié dans le jeune âge, c'est le besoin d'appartenance. Euh, Souvent, on pense que les jeunes, ils ont besoin de fun, ou en tout cas, pendant longtemps, l'Église a pensé que les jeunes avaient besoin de fun. Et puis, en fait, je me dis, mais les jeunes, ils savent faire le fun tout seuls. S'ils viennent vers des gens dans un contexte spirituel, dans un contexte d'église, c'est pas pour leur dire, apprenez-moi à m'amuser. Ils savent s'amuser, en fait. Leurs potes savent faire ça, ils peuvent le faire après les cours, ils peuvent le faire en soirée. Mais tout d'abord, c'est qu'ils ont besoin d'appartenance. Puis c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus fort et extrêmement marqué dans cette période de la jeunesse. Et ça, c'est vrai pour toutes les générations. Parce que c'est un moment où on se pose des questions par rapport à la famille, où on veut se détacher un petit peu du modèle familial unique. Que ce soit un bon modèle ou un mauvais modèle, c'est pas là la question. On essaie de trouver notre personnalité, nos propres choses. Il y a besoin d'appartenance à l'école, on cherche un petit peu notre carrière, des chemins comme ça. Et du coup, il y a vraiment un besoin d'appartenance. Puis la deuxième des choses, c'est qu'ils ont des vraies questions. Et ça, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les jeunes ont des vraies questions. Et justement, pendant longtemps, on se disait, ah ben, des fois, et je caricature ici, mais les vieux pensent que les jeunes grandissent plus lentement qu'ils ne grandissent en fait. Puis on se dit, ah ben, on leur parlera pas de sexe avant leurs 18 ans. Mais eux, ça fait depuis leurs 9 ans que leurs amis leur parlent de sexe, qu'ils ont tombé sur des choses autour du sexe, puis qu'ils se sont posés 1000 questions. Si tu attends leurs 18 ans, t'es le dernier des wagons à leur parler de sexe, alors que c'est un truc qui sont là, qui est devant leurs yeux et qui pensent tout le temps. Et puis ils ont des grosses questions sur la justice, sur le sens de la vie, sur l'égalité. On le disait, hein, ils sont engagés. C'est fou de voir des jeunes qui sont engagés, mais et je crois que si l'Église n'est pas ouverte à entendre ces questions, à parler de ces questions, puis je crois que le message chrétien a des choses sérieuses à dire là-dessus. Mais du coup, j'encouragerais tout le monde, si vous êtes dans le contexte de l'Église, puis vous voulez rejoindre cette jeune génération, pensez à la notion d'appartenance, pensez à la notion des grandes questions qu'ils ont. C'est vraiment, vraiment important. Rejoignez-les comme ça. Trop bien. On shift un tout petit peu. Fiona, on va parler des réseaux sociaux. Cette génération digitale, cette génération qui, voilà, c'est les statistiques et je pense qu'elles sont tout à fait justes. Il semblerait qu'un jeune passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. En moyenne, 3 heures par jour. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pourquoi est-ce qu'ils passent autant de temps là-dessus? Qu'est-ce qu'ils font finalement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on doit les rejoindre là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de la relation aux réseaux sociaux? Puis comment nous on peut les rejoindre justement par rapport à ça? Ok. Je pense que si la question, c'est pas forcément, oui, combien de temps ils passent dessus, mais aussi qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps qu'ils passent dessus. Est-ce que c'est 3 heures pour stocker des profils sur Instagram? Est-ce que c'est 3 heures pour connecter avec leurs amis? Donc je pense que c'est aussi... Excuse-moi, juste petit astérisque pour ceux qui sont pas jeunes. Stocker des profils, c'est quoi? C'est rechercher, je sais même pas la définition. Ouais, de l'espionnage malsain. C'est de l'espionnage malsain. Voilà. Du coup, ouais, aussi en fait, savoir qu'est-ce qu'ils font pendant ces 3 heures, comment ils utilisent ce temps. Et puis, je pense que c'est un sujet qu'on entend tellement, qu'ils en entendent beaucoup parler, ils savent. Je pense que oui, c'est pas bien de passer trop de temps dessus, donc je pense qu'ils sont conscients de ça. Mais il faut aussi pas oublier que eux, c'est leur moyen de communication. Et évidemment, je répondrais que non, c'est pas trop bien de passer autant de temps. J'encouragerais plus à passer du temps physiquement avec leurs amis, mais aussi de comprendre que eux, aussi, ils ont baigné là-dedans et que du coup, c'est vraiment aussi leur moyen de communication, presque leur moyen d'exister pour certains. Et puis, ouais. Mais surtout, ouais, regarder aussi qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps, sur ces heures. Ok, donc c'est pas tellement combien de temps ils passent, mais plutôt pourquoi et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps qui est intéressant. Même si, oui, c'est beaucoup de temps derrière des écrans, c'est sûr, mais après, je sais pas à quel point 3 heures, si ça comprend, tu vois, les FaceTime, les WhatsApp, tout ce qui est communication aussi, ou est-ce que c'est seulement les réseaux sociaux, regarder des photos et tout ça. Mais ouais. C'est pas mon étude, je peux pas te dire, mais je comprends la question. Les autres, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ça? Vous trouvez aussi que c'est pas beaucoup, 3 heures? Vous avez pensé que ce serait plus? Qu'est-ce qui vous saute à l'esprit quand vous pensez à ça? Vas-y, Jolène. Vas-y. Moi, je pense que 3 heures, c'est pas beaucoup. Parce qu'honnêtement, moi, je fais plus. Et, pour source sûre, je sais que les parents, ils font aussi beaucoup d'heures sur les réseaux. Donc, on associe ça toujours aux jeunes. Mais je sais que quand on a la quarantaine, on passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux.
Après, je rejoins pas mal Fiona et puis je me dis, bah, en fait, un peu comme dans tout, si c'est équilibré, dans le sens que si on n'en fait pas trop et puis si c'est pour des bonnes choses, puis il y a aussi des bonnes choses quand même sur les réseaux sociaux, ben, je pense que c'est bien. L'important, c'est que ça n'empêche pas en fait enfin, leur bien-être psychique et physique de faire ça en fait. Mais pour le reste, pour moi, ça peut être super bien parce que on peut rencontrer des gens ou garder contact avec des gens à l'étranger. On peut justement promouvoir ses idées. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec les réseaux. Donc, je trouve que ça a aussi un effet bénéfique. Mhm, mhm. Trop bien. Merci. Raph, tu veux ajouter un truc? Ouais, d'accord avec tout ce qu'elles ont dit, je vais rajouter vraiment un truc. Pour moi, si dans les 3 heures, tu passes beaucoup de temps à regarder le compte Insta de Neos-du-bas Home Lausanne, ben moi ça me choque pas, je trouve que c'est très très bien quoi. C'est notre compte Insta, c'est jamais. Ok, ouais, ok. Merci. Merci Raph pour l'ajout vraiment nécessaire. C'est trop bon. Euh, J'aime trop ce que tu dis, ça me parle. Tu sais. Euh, J'aime beaucoup, à part ça, toute blague à part, j'aime beaucoup ce que vous dites et je crois que c'est vrai. La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Pour moi, quand je vois cette statistique, la première chose que je réalise, c'est finalement ce besoin de connexion puis ce besoin d'appartenance. Euh, euh, pour la jeune génération, c'est un lieu pour se retrouver avec des gens, notre tribu, si je mets des guillemets à ça, des gens avec qui on s'entend et tout ça. Puis je pense que c'est vraiment pas tout à peindre en noir en fait par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, je crois qu'il y a aussi des vrais risques par rapport à ça. Parce que en fait, les réseaux sociaux, et je suis sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème avec ça, et vraiment, c'est pas pour les critiquer, mais dans les réseaux sociaux, on montre aussi que les meilleures parties de notre vie. Et puis du coup, ça peut aussi biaiser quand on commence à passer tout son temps, on commence à penser que ses amis, la seule chose qu'ils vivent, c'est des choses, c'est des highlights, c'est des choses comme ça. La vérité aussi, c'est que les Mhm. réseaux sociaux, tu peux retirer toutes les choses qui ne t'intéressent pas. Donc tu finis que à traîner avec des gens qui pensent comme toi, qui voient le monde comme toi. Et ben moi, je suis né, alors je vais pas dire mon âge, c'est un peu malaisant, mais je suis né à une période où il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'ai grandi en tant qu'ado, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Puis ben, on était dehors. Et est-ce que c'était mieux? Pas forcément. Il y avait plein de mauvaises choses aussi dehors. Il y avait plein de trucs bizarres. Il y avait des grands qui, il y avait de la drogue, il y avait des magazines pornographiques, il y avait des choses comme ça dehors. Donc c'est pas Internet qui a amené ça, qu'on soit clair. Mais la vérité, c'est que dehors, je pouvais pas dire, ben toi, je t'aime pas, je t'écoute pas. Le gars était là, il était là, en fait, je devais faire avec. Alors que dans les Mhm. réseaux sociaux, j'ai cette possibilité-là de dire, toi, j'aime pas comme tu penses, je t'écoute pas. Puis du coup, je me crée un petit univers qui me conforte, qui me va bien. Et je pense que c'est dangereux, justement, aussi. Et je vous rejoins complètement. Puis en même temps, je crois des fois, on sous-estime aussi ce qui se passe, en fait, le monde qu'on construit, puis la vision du monde qu'on construit, quand on passe trop de temps, finalement, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que voilà, je voulais juste rajouter ça, mais je vous rejoins à fond. C'est pas une question d'heure et c'est pas tout est pas à peindre en mal. On va terminer. J'ai deux questions qui restent pour vous. Raph, on va commencer avec toi. Si tu pouvais passer 2 minutes avec un jeune pour lui parler de ta foi, et là, pense à un jeune qui va pas à l'église, qui a pas un background chrétien ou quoi, qu'est-ce que tu lui dirais? Pourquoi ta foi c'est important finalement pour toi? Euh, Bah avant ça en fait moi je me suis dit si j'ai que 2 minutes avec lui, je suis pas sûr que je parlerai de ma foi, mais vu qu'on a parlé beaucoup, je vais continuer à aller dans cette direction, que les jeunes ont des questions, qui sont en recherche de vérité, je pense que je consacrerai ces 2 minutes à lui laisser la parole. Et à lui dire en fait c'est quoi tes questions par la foi, en fait c'est quoi qui t'intéresse sur mon histoire, enfin je pars du principe qu'il sait que je suis chrétien. Enfin, et voir en fait les questions qu'il a, est-ce que c'est comment j'ai rencontré Dieu, pourquoi c'est important pour moi, machin, machin, machin. Ben, j'aurais pas envie de passer 2 minutes à raconter des trucs. En fait, ils me disent, ah, ben, c'est cool, mais enfin, ça m'intéressait pas en fait. Et donc, je pense vraiment sincèrement, si j'ai que 2 minutes, je lui dirais, pose-moi tes questions, je vais essayer d'y répondre un maximum. Et si j'arrive à parler un tout petit peu de mon témoignage là-dedans, ça peut être cool. Ok, merci. Mais je partais justement de cette idée-là. C'est-à-dire que le jeune vient vers toi en disant, ok, il y a mon train dans 2 minutes, j'ai appris que c'est quoi la folie, pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu perds ton temps, pourquoi tu vas dans un truc comme ça, vas-y. Et je pensais à ce contexte-là, donc pas un contexte où toi tu imposes ta perspective à quelqu'un, mais où vraiment tu réponds à quelqu'un qui est désireux d'entendre pourquoi est-ce que ça peut être intéressant. Mais j'aime beaucoup en fait l'idée de dire, ben, finalement, on va partir de là où il en est. C'est quoi les questions que tu as en fait, vas-y. Euh, Trop, trop bien. Les autres, comment vous réagiriez 2 minutes avec un jeune qui vous demande justement pourquoi la foi, pourquoi ce serait important?
Moi, je pense que je lui dirais, bon, peut-être que c'est une période aussi où tu te poses beaucoup de questions, que tu cherches des réponses, que tu cherches à être aimé, mais tu le cherches peut-être au mauvais endroit. Et puis de se souvenir que justement, Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait qu'est-ce qui est le mieux pour toi. C'est le meilleur coach que tu peux avoir dans ta vie, la meilleure personne qui peut te donner des meilleurs conseils. Et puis, euh, et puis aussi, autre chose, de ne pas essayer de dire qui est Dieu avant de lui avoir demandé de lui montrer qui il est. Je sais pas si c'était clair. Euh, Précise, ouais. précise. Je Ne crois que pas- je vois où tu veux venir, mais précise. Parce que souvent, les gens peuvent avoir justement un a priori qui est Dieu. Donc de ne pas nous-mêmes dire qui est Dieu sans lui avoir demandé avant à Dieu, montre-moi qui tu es, et que Dieu lui montre. Ok, c'est trop bon. Non, c'est vraiment bon parce que c'est un des principes même de la foi chrétienne. C'est une foi qui est sur la base de la révélation. Donc je peux pas te prouver ou te justifier Dieu. Je peux te dire qui il est pour moi, mais ultimement, c'est lui qui doit se révéler à toi. Donc j'aime beaucoup ce que tu dis. Trop bien. Jolene, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose si tu avais 2 minutes avec un jeune? Moi, je dirais que la vie avec Dieu, elle vaut tellement plus que la vie sans Dieu, puis que, enfin, on a tout à gagner de l'accueillir dans notre vie, et puis que moi, en tout cas, si j'avais pas Dieu dans ma vie, je serais peut-être plus là aujourd'hui, donc je Wow. dirais ça. Wow. Ok, Je pense que je dirais ça. ok. Et du coup, question inverse, renversée. Jolene, si tu pouvais te poser avec un adulte dans la quarantaine, on va dire entre 45 et 55 ans, et puis il n'a pas forcément beaucoup de liens avec la jeunesse. Il a beaucoup de Mhm. stéréotypes, beaucoup d'idées sur la jeunesse, hein. Le fameux Ah, les jeunes, 3 petits points, tu mets ce que tu veux là. Et puis que tu avais du temps avec lui, puis qu'il Mhm. dit mais toi tu travailles avec les jeunes, et quelle folie, pourquoi tu perds du temps ou quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, je commencerai par lui dire qu'il a aussi été jeune un jour, déjà. Et puis du coup, qu'il se rappelle un petit peu comment il aurait voulu qu'on agisse envers lui. Et puis aussi, les questions qu'il avait. Enfin, donc je partirais déjà de là. Et puis je dirais que pour moi, je répète un peu ce que tu dis, mais les jeunes, ils ont plein de questions. Je pense qu'ils sont fascinants. Je pense qu'on peut tellement plus apprendre finalement que leur apprendre. On apprend d'eux. Hmm, Et je pense qu'il faut laisser la parole aux jeunes parce qu'ils ont vraiment plein de choses à dire. Ils ont découvert plein de choses que nous, on n'a peut-être pas encore compris. Et hmm. ouais, je ferais vraiment un peu, je dirais, agir comme il aurait voulu qu'on agisse envers lui quand il était jeune. Ok, c'est bon. Les autres, est-ce que vous auriez voulu dire quelque chose à Monsieur X ou Madame X qui a entre 45 et 55 ans? Moi j'aimerais bien, je lui donnerais en fait une image qui, moi, personne me parle beaucoup. C'est l'image du permis de conduire en fait. Quand t'as le L, part du principe que dans cette image, celui qui a le L qui apprend à conduire, c'est le jeune, et la personne qui est à sa droite, du coup, c'est la personne plus âgée. Je crois qu'avec les jeunes et dans la vie de manière générale, mais là avec les jeunes, on a aussi besoin de ça. T'as le jeune qui apprend à conduire, mais tu peux pas apprendre à conduire tout seul. T'as besoin de quelqu'un à côté de toi. T'as besoin de quelqu'un qui donne des conseils, qui est là par moment aussi pour dire griller un feu rouge, c'est pas le top, et qui t'aide vraiment. Et, et je crois qu'il manque de ça aujourd'hui. Des personnes, au lieu de se dire ah, mais purée, les jeunes ils sont nuls, machin, machin, de se dire en fait, mais j'ai envie de les aider, j'ai envie de donner un coup de main, j'ai envie d'être aussi peut-être un modèle, de pouvoir faire quelque chose aussi pour les jeunes. Et comme Jolene disait, je vais rebondir sur ce que Jolene a dit avec mon image. Ces derniers temps, je fais beaucoup d'auto-école, enfin ces derniers temps, avant le confinement, je faisais beaucoup d'auto-école avec des jeunes, du groupe de jeunes en plus. Et j'ai jamais autant appris à être un conducteur que depuis que j'ai Hmm, appris à quelqu'un de conduire. Donc je crois que comme Jolene disait, on a aussi beaucoup à apprendre. hmm. Donc, au lieu de se dire les jeunes, les jeunes, les jeunes, essayons de travailler ensemble. Essayons d'être juste en fait une église intergénérationnelle, tout simplement. Trop bon, trop bon. J'aime beaucoup aussi ton image, Raph, parce que je pensais que tu allais aller jusqu'à plus loin, mais à quelque part, de laisser des L apprendre tout seul, ça met tout le monde en danger. Ça met tout le monde en danger. Au final, tu sais, s'il n'y a pas quelqu'un qui est désireux de se poser à côté d'un L pour lui apprendre, moi je suis content parce qu'en fait, quand je conduis, un des éléments principaux, c'est la confiance que j'ai dans les autres qui savent conduire. Puis si j'ai cette confiance, c'est que je crois qu'il y a eu tout un parcours, puis un processus d'apprentissage. Puis j'aime bien cette idée en se disant, mais si tu laisses les jeunes tout seuls, à un moment donné, tu sais,
il risque d'y avoir un problème et puis on sera les responsables de ça. C'est trop bon. J'aimerais juste aussi préciser pour tous ceux qui nous écoutent je crois sincèrement que la plupart des personnes qui ne sont plus jeunes, j'ai parlé comme ça grosso modo 40 ans et plus, mais voilà, à partir du moment où tu te considères plus jeune, je crois sincèrement que 90% des cas, en fait, les gens ne sont pas contre les jeunes. Mais simplement, il y a un défi à rejoindre les jeunes. Et c'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire, je crois sincèrement que le stéréotype qu'on a donné avant, un petit peu aigri, c'était mieux avant, patati patata, c'est vraiment une très, très, très... une minorité extrême. La plupart des gens sont simplement comme désemparés, ils ne savent pas comment parler aux jeunes, ils ne savent pas comment rejoindre les jeunes, ils n'arrivent pas à comprendre les jeunes. Et vraiment, pas que vous pensiez alors que vous nous écoutez, mais en fait, j'ai rien contre les jeunes. On sait que tu n'as rien contre les jeunes. On sait que tu n'as rien contre les jeunes. Et sincèrement, je le parle aussi en tant que pasteur et en tant que leader d'église. Je crois vraiment que la plupart des églises sont vraiment désireuses. C'est vraiment un souci majeur dans les églises. Comment est-ce qu'on peut laisser de la place aux jeunes? Comment est-ce qu'on peut travailler avec les jeunes? Ça n'a pas toujours été bien fait. Ça a été des fois fait de façon maladroite. Mais je crois que la grande majorité des églises, elles aimeraient en fait parvenir à travailler avec les jeunes, comprendre les jeunes. Et j'espère que les choses qu'on a partagées, ça donne des pistes sur comprendre un peu cette nouvelle génération, puis aussi sans doute l'envie aussi de rejoindre cette jeune génération. Donc que vous soyez un parent, que vous soyez un leader, que vous soyez même un collègue, hein, peut-être un apprenti dans votre boîte ou quoi, c'est peut-être l'occasion juste de faire un repas avec lui et puis de juste lui dire, aide-moi à comprendre comment tu vois le monde. J'ai envie de te rejoindre parce que je crois que c'est ça qui fait toute la différence. C'est ce que tu disais, Raph, à la fin, qu'on puisse être finalement intergénérationnel. Je terminerai aussi en disant c'est tellement, tellement, tellement crucial, notamment dans la question de la foi, parce que la plupart des gens vont donner leur vie à Jésus quand ils sont encore jeunes en fait. Plus on avance dans notre vie, plus on est dans nos habitudes, dans nos carcans, et plus c'est difficile de remettre tout en question. Donc c'est vraiment important si on veut vivre ce que Jésus a dit, de rejoindre toutes les générations, toutes les populations, toutes les ethnies, qu'on le fasse aussi en cherchant à rejoindre les jeunes. Trop bien. Je vous ai dit que vous étiez la Dream Team parce que je le crois vraiment. Je suis fan de vous. Merci infiniment pour le temps. Fiona, Jolene, Raph, vous vendez du rêve. Continuez à aimer les jeunes comme ça. Et puis, merci pour le temps que vous avez pris aussi avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Et puis, si qui que ce soit écoute ou entend ça ou voit ça et puis a des questions, écrivez-nous. Ça nous fera plaisir de connecter avec vous. Un mot de la fin? Quelqu'un? Au revoir. C'était parfait. Parfait. Trop bien. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.